Dans ce chapitre complémentaire sur l'anatomie de la cavité abdominale et des viscères qu'elle contient, nous allons commencer par une étude embryologique. En effet, pour comprendre la situation définitive des viscères, il est indispensable de partir de l'embryologie. Ce schéma, déjà connu, représente la cavité abdominale, plus précisément la cavité péritonéale, lorsque la paroi antérieure et les parois latérales ont été réséquées, mettant à jour ainsi les différents viscères contenus dans le péritoine. Nous avons successivement l'œsophage abdominal, puis l'estomac, le jéjunum qui lui fait suite, le duodénum n'étant pas visible sur ce type de dissection, qui est recouvert par le grand omentum ou grand épiplon, puis l'iléon, qui se termine dans le cæcum. Le cæcum supporte l'appendice, puis se développe le côlon droit, ou plus précisément côlon ascendant, qui, au niveau de l'angle droit, est succédé par le côlon transverse. L'angle gauche donne suite au côlon gauche ou côlon descendant, et enfin le côlon sigmoïde qui forme une boucle, une anse, au-dessus de la margelle du petit bassin, au-dessus du détroit supérieur. Il reste les glandes annexes, avec le foie ou glande hépatique. Le bord antérieur est seulement visible ici, au-dessous du grille costal. La vésicule ou vésicule biliaire apparaît sous le bord antérieur du foie, et sous l'hypochondre gauche se trouve la rate qui est un organe lymphoïde, qui est a priori peu visible dans cette situation, mais pour rendre le schéma plus didactique, le bord antérieur crénelé de la rate a été représenté. L'organogenèse du péritoine va nous permettre de mettre en place les viscères digestifs, à la fois le tube digestif, ses vaisseaux et les glandes annexes. On commence par une série de coupes transversales de l'embryon qui est à 3 couches tissulaires à ce stade. Peu importe l'âge de l'embryon, on se situe globalement à la fin de la 3e semaine et s'est mis en place le mésoblaste. 19e jour, l'ectoblaste est dorsal. C'est lui qui délimite la cavité de l'amnios, cavité amniotique, et sur la ligne médiane se développe une gouttière, la gouttière neurale. À l'opposé, sur la couche la plus ventrale, c'est l'endoblaste qui double la cavité vitelline, et le mésoblaste est intermédiaire, il s'est mis en place, avec au centre la corde, puis de part et d'autre la pièce paraxiale, puis une pièce intermédiaire, et enfin, en vert, une lame latérale. Cette lame latérale va se dédoubler, avec un feuillet qui va en direction dorsale, qui double l'ectoblaste, et c'est la somatopleure avec le radical somatique, la surface de l'individu, et à l'opposé, un feuillet qui se développe en direction ventrale, qui va doubler l'endoblaste, c'est la splanchnopleur, splanchno signifiant viscère, et qui va doubler ainsi tous les viscères. Ce système à 3 feuillets va ensuite être bouleversé par le développement tant digestif que du système nerveux central en situation dorsale. Voici une autre coupe transversale. Au 30e jour, on se situe au niveau de l'ombilic. La face dorsale de l'embryon est vers le haut, la face ventrale vers le bas, avec sur la ligne médiane successivement la gouttière neurale qui est devenue le tube neural, elle s'est fermée, en avant du tube neural la corde, et en avant de la corde l'aorte. De part et d'autre, les petits points orange représentent le mésonéphros. L'amnios recouvre la partie dorsale de l'embryon, l'ectoblaste est fermé au-dessus du tube neural, et cet amnios va progresser en direction ventrale pour fermer en quelque sorte le soma embryonnaire. À l'opposé, l'intestin primitif, qui était une cavité vitelline, va se segmenter. Il va se segmenter avec une portion qui va rester intra-embryonnaire, c'est l'intestin primitif, et une deuxième structure qui va être extra-embryonnaire, c'est la vésicule vitelline.
Entre les deux, la connexion se fait par le canal vitellin qui passe dans le cordon ombilical. Le développement, d'une part, de l'intestin primitif, avec sa séparation entre une structure intra-embryonnaire et une autre qui est extra-embryonnaire, et le développement du soma par le mouvement d'enroulement droite et gauche et d'enveloppement de l'amnios, délimite le cœlome ou cavité du péritoine. Cœlome ou cavité du péritoine qui est doublé par la somatopleure, le soma qui est doublé par la somatopleure en vert foncé, et l'intestin, les viscères, qui sont doublés par la splanchnopleur en vert clair. Le schéma suivant est un embryon, là encore en coupe transversale, au stade de la 4e semaine. On se situe non plus au niveau de l'ombilic, mais en situation plus crâniale que l'ombilic. La précision et la terminaison de la surface somatique sont acquis. C'est le trait bleu périphérique qui représente l'ectoderme ou ectoblaste, qui forme la peau, le revêtement cutané du futur individu. L'amnios entoure toute la cavité où se trouve l'embryon, et en particulier toute la surface somatique est dans l'amnios. En situation dorsale, on retrouve le tube neural, les crêtes neurales, de part et d'autre, la corde en situation ventrale, puis l'aorte, puis le mésonéphros. La cavité cœlomique est séparée en deux. Nous sommes dans le tiers crânial de la cavité de l'abdomen. La cavité cœlomique est en deux moitiés, avec, au centre, l'intestin primitif, le péritoine pariétal qui provient de la somatopleure qui double à la fois la portion dorsale, mais aussi les zones latérales et ventrales. Quant au péritoine viscéral, provenant de la splanchnopleur, eh bien, elle a son origine au niveau d'une ligne de réflexion. Ligne de réflexion qui est la frontière entre le péritoine pariétal et le péritoine viscéral. Il y a donc deux lignes de réflexion, une dorsale contre l'aorte, une ventrale, près de la ligne médiane ventrale de l'individu. Le développement du péritoine viscéral, provenant de la splanchnopleur, va former des mésos. Le méso, c'est deux feuillets de péritoine viscéral, et le méso peut être dorsal quand il va de l'aorte au tube digestif. C'est là que vont passer les vaisseaux artériels, veineux, lymphatiques, entre les deux feuillets. C'est du péritoine viscéral qui va devenir pariétal en arrivant contre la paroi postérieure. Il en est de même pour le méso ventral qui part du tube digestif primitif pour aller sur la ligne blanche, la ligne médiane. Là encore, il peut y avoir des vaisseaux dans le méso. Cet ensemble de schémas représente une coupe sagittale très schématique, très géométrique, et deux coupes horizontales. Tout d'abord, sur la coupe sagittale, l'intestin primitif est au centre, et en situation dorsale, on a un mésodorsal qui est présent sur toute la hauteur de l'intestin. Le mésodorsal est présent sur toute la hauteur de la cavité péritonéale, et ce mésodorsal abrite le bourgeon embryonnaire de la rate. Quant au mésoventral, eh bien, il n'est présent que dans le tiers crânial de la cavité péritonéale. Et ce mésoventral abrite la glande hépatique ou la future glande hépatique et les voies biliaires. Mais aussi, au niveau de sa terminaison, de son bord libre, la veine ombilicale. Il y a donc une cloison à la fois dorsale et ventrale dans le tiers crânial, mais seule une cloison, un type de mésodorsal, dans les deux tiers en situation caudale. Les deux schémas sous-jacents représentent un plan de coupe. Un plan de coupe au-dessous de la zone de la veine ombilicale du côté gauche et au niveau des mésogastres, les mésos de l'intestin qui donnera le futur estomac, sur le petit schéma à droite. On a donc ainsi le péritoine viscéral qui est visible à la fois sur la coupe sagittale et sur la coupe horizontale. La deuxième coupe est plus haut située, elle est au niveau des mésogastres, et cette deuxième coupe montre que dans le mésoventral commence à grandir le bourgeon hépatique, au centre on a l'estomac, et tout à fait
en arrière dans le mésodorsal, le futur bourgeon de la rate. On a ainsi, en commun sur les schémas en coupe transversale et coupe sagittale, le péritone viscéral, le péritone pariétal. Nous allons maintenant étudier ce phénomène sur une série de coupes sagittale médiane, avec le développement de l'embryon d'origine humaine bien sûr. On a donc dans la partie haute un développement assez considérable de l'encéphale, puis une ligne dorsale concave qui montre la région cervicale, dorsale lombaire du futur individu, et l'intestin primitif qui s'étend entre la membrane pharyngée et la membrane cloacale. Cet intestin primitif n'est pas rectiligne, il est légèrement courbe dans le plan sagittal, surtout au niveau de l'ombilic et à l'origine du canal vitellin. L'intestin est fermé à ses deux extrémités. Fermeture au niveau de la membrane pharyngienne, qui sera perméable à la 4e semaine, et fermeture au niveau de la membrane cloacale, qui sera perméable seulement à la 9e semaine. La première partie, la partie initiale, dans le sens du bol alimentaire, c'est le proentéron, qui constituera plus tard l'œsophage et l'estomac. Ventralement, il y a les plèvres. Puis nous avons le septum transversum. Septum transversum qui est un amas de cellules musculaires qui deviendra le futur muscle diaphragme. En avant, c'est le bourgeon hépatique qui est en avant cette fois-ci non plus du proentéron mais du mésenthéron, qui signifie l'intestin moyen. Le mésenthéron, centré sur le canal vitellin, et on arrive au métenthéron, l'intestin terminal, fermé par la membrane cloacale. Dans le cordon ombilical, il y a bien sûr le canal vitellin, il y a également les artères et une veine ombilicale, mais aussi la lantoïde. La lantoïde qui parcourt le cordon et qui va se terminer juste en avant de la membrane cloacale. À ce stade, l'embryon est un peu plus âgé, entre guillemets. Il a 32 jours, il mesure 5 mm, avec une extrémité crânienne qui est volumineuse, c'est le développement du cerveau, et le développement du tube digestif. Le proentéron, œsophage et futur estomac, va être différencié par plusieurs points. Tout d'abord le bourgeon de la langue, qui part en avant, puis un bourgeon respiratoire qui va en direction des plèvres. Ce proentéron va s'arrêter au niveau de la jonction avec le mésenthéron ou intestin moyen. Auparavant, il aura développé l'œsophage, l'estomac, il aura développé un bourgeon dans les voies biliaires, et bien sûr, le duodénum. Le septum transversum, qui sépare le thorax de la cavité péritonéale, est en fait le futur muscle diaphragme, au moins une grande partie. Dans cette région, c'est l'aorte qui vascularise de façon assez précaire l'œsophage thoracique, mais c'est le tronc cœliaque qui va être l'élément indispensable pour la vascularisation du mésogastre, des mésogastres ventral et dorsal et de leur contenu. Sur ce schéma, l'estomac est vascularisé par une artère spécifique, c'est le tronc cœliaque, mais qu'il devra partager avec d'autres viscères. Puis on a les bourgeons pancréatiques, un bourgeon dorsal, un bourgeon ventral. Tout va fusionner en un bourgeon dorsal avec le tissu pancréatique qui va progressivement le coloniser. Le segment suivant, c'est le mésenthéron, ou intestin moyen. Le mésenthéron ou intestin moyen est centré sur le canal vitellin et, à l'opposé provenant de l'aorte, centré sur l'artère mésentérique supérieure. C'est une grosse artère avec un débit important pour la digestion. L'intestin terminal, c'est le métenthéron. Métenthéron, qui est court à ce stade, mais qui supporte le canal de la lantoïde, qui est vascularisé par l'artère mésentérique inférieure, et qui supporte à la fois lantoïde et artère ombilicale. Le stade suivant est le définitif sur la coupe sagittale, qui restera notre référence. L'embryon a 35 jours, il mesure 8 mm, et seul le segment sous-diaphragmatique a été représenté. On retrouve l'intestin qui va être un peu plus précisé, et l'aorte dans son orientation crânio-caudale. Dans l'étage des mésogastres,
l'aorte est de gros diamètre, c'est le mésogastre dorsal, dans lequel se développera la future rate, se développera également le pancréas. C'est le tronc cœliaque qui est l'artère principale qui provient de la face ventrale de l'aorte, tronc cœliaque qui va se diviser en 3 branches, artère hépatique, artère splénique et artère coronaire stomachique. L'étage des mésogastres comprend donc un mésogastre dorsal avec l'origine du tronc cœliaque, le bourgeon splénique sur l'artère splénique et des artères qui font une boucle, mais qui vont également vasculariser la glande hépatique. C'est cette région du mésoduodénum, l'appartenance du mésoduodénum est plus floue vis-à-vis du mésogastre, mésoduodénum avec ses courbures, avec l'origine des 2 bourgeons pancréatiques, et qui va donner un segment qui fait suite à l'estomac. Mésoduodénum se poursuit sans discontinuité par le mésentère commun ou mésentère ombilical, centré sur l'artère mésentérique supérieure. Cette artère est primordiale dans la digestion. L'artère mésentérique supérieure a une orientation rectiligne. Elle va suivre la concavité de l'anse ombilicale. On l'appelle aussi le méso-ombilical. Et l'artère mésentérique supérieure donne 14 à 16 branches en direction crâniale, 2 ou 3 seulement en direction caudale. Et il y a ainsi, au-delà, en aval, 3 artères pour le gros intestin, pour les côlons, alors qu'elles sont 14 à 16 pour l'intestin grêle. C'est une forte disproportion. Au sommet de l'anse ombilical vient se fixer le canal vitellin. Dans le mésoterminal, eh bien c'est l'intestin terminal, c'est le futur côlon sigmoïde rectum, qui sont vascularisés par l'artère mésentérique inférieure. Du côté du cordon ombilical, on va retrouver la veine ombilicale, le canal vitellin, le canal de l'allantoïde, et en plus généralement 2 artères ombilicales. L'anse ombilicale a cette particularité d'avoir un premier segment crânial et au sommet de l'anse de petit diamètre. Ce diamètre va augmenter considérablement au-delà de l'extrémité la plus ventrale de l'anse ombilical, là où naît le canal vitellin, et garder sa perméabilité de canal vitellin vis-à-vis de l'intestin grêle. L'ensemble de la vascularisation du tube digestif est assuré par le tronc cœliaque à l'étage des mésogastres, puis par le tronc cœliaque, et enfin assuré par l'artère mésentérique inférieure, dernière branche viscérale de l'aorte, pour le côlon gauche et les vaisseaux. L'artère mésentérique inférieure parcourt le mésoterminal avant d'atteindre la paroi digestive. Le schéma suivant est à un stade de 35e jour. La délimitation somatique est terminée. Dans la partie dorsale, le tube neural est constitué. Il a ces 2 crêtes neurales qui vont donner le système nerveux périphérique. Puis on a la corde, l'aorte, le mésonéphros. À ce stade, on a un mésogastre dorsal dans lequel passent les branches du tronc cœliaque en direction de l'intestin. Puis, dans le mésogastre ventral, on a la glande hépatique, le bourgeon hépatique. Le bourgeon hépatique qui va se développer considérablement en volume et en direction de la cavité cœlomique droite. L'aorte est en avant, sa branche principale c'est le tronc cœliaque, à cet étage, et dans le mésogastre ventral, et donc le développement de la glande hépatique délimite dans le mésogastre ventral, celui-ci proprement dit en avant entre la glande et la paroi antérieure de l'abdomen, mais il y a aussi un petit épiplon ou épiplon gastro-hépatique entre l'intestin et la glande hépatique. C'est cette partie qui va devenir le petit épiplon, une zone chirurgicale très fréquemment utilisée. La glande hépatique va se développer dans direction vers la droite et vers l'arrière. C'est ce qui est représenté sur cette succession de schémas, le développement d'une part de la glande hépatique, mais aussi la formation de la poche rétrogastrique ou arrière-cavité des épiplons. Ces 2 schémas donnent l'origine de la formation de la poche rétrogastrique, qu'on appelle également l'arrière-cavité des épiplons. C'est un phénomène complexe qui se passe dans l'étage des mésogastres et qui aboutit à la formation d'une
cavité péritonéale supplémentaire entre l'estomac et la glande hépatique. Sur les schémas suivants, il y a tout d'abord un schéma à un stade initial avec l'aorte, puis l'intestin primitif, puis dans le mésogastre ventral, la glande hépatique. Cette glande hépatique va se développer considérablement. Elle va se développer en volume, mais aussi en changement de topographie. Associé au développement de la glande hépatique, comme le montre le schéma en B, eh bien, il y a formation d'un récessus hépato-entérique. Et pour cela, le péritone va se creuser sous la glande hépatique en direction crânienne vers l'estomac. Ce développement, par vacuité, va développer le récessus hépato-entérique, entre foie et intestin, récessus hépato-entérique qui est entièrement en péritoine viscéral, donc en splanchnopleure, et qui atteint le bord de la petite courbure, future petite courbure de l'estomac. Ce récessus hépato-entérique va s'insinuer entre le foie et l'estomac et même déborder la courbure gastrique. Il grandit en longueur, il va ensuite grandir en épaisseur et, au final, va développer la poche rétrogastrique. Voici une autre coupe transversale, à un stade plus évolué. La partie dorsale de l'embryon est toujours vers le haut, et on reconnaît le tube neural qui a formé la moelle, avec les ébauches cartilagineuses du squelette, arc postérieur, processus transverse et le corps vertébral en avant. Le récessus hépato-entérique, qui est cette cavitation qui passe entre le foie et l'estomac, va se développer transversalement. Et ce récessus hépato-entérique va bouleverser les mésogastres, particulièrement le mésogastre dorsal. Et ce récessus va devenir la poche rétrogastrique ou arrière-cavité des épiplombs. Pour cela, le creusement et la croissance vont repousser le pancréas vers la gauche. La rate, qui est dans le mésogastre dorsal, va suivre ce mouvement de déplacement, parce que c'est le récessus hépato-entérique qui pousse la rate et qui pousse le pancréas. Ce mésogastre dorsal va forcément s'arrêter contre la paroi latérale et postérieure. On ne peut pas lui proposer mieux. Donc il s'arrête sur le contact entre paroi latérale et paroi ventrale. Ce récessus hépato-entérique devient à ce moment-là la poche rétrogastrique proprement dite. La communication entre la cavité cœlomique droite et la cavité cœlomique gauche reste permanente. C'est le hiatus de Winslow. C'est le hiatus de Winslow qui permet pour les phénomènes pathologiques comme pour le doigt du chirurgien de passer dans la poche rétrogastrique et d'atteindre la glande hépatique. La poche rétrogastrique communique donc en permanence et définitivement entre la cavité cœlomique droite et la poche rétrogastrique par un orifice qui finalement est relativement petit. Le développement hépatique va être considérable. D'un bourgeon dans le mésogastre ventral, il devient une glande de plusieurs kilos qui se développe surtout en arrière, et dans la cavité cœlomique droite. Première conséquence de ce développement hépatique, c'est un positionnement de l'estomac, avec un estomac qui est initialement sagittal, comme le montre le schéma ovoïde en bas, estomac qui est sagittal et qui va pivoter autour d'un axe central. C'est ce qu'on appelle la première rotation gastrique. L'extrémité de l'estomac, qui est la plus ventrale, va passer à droite. Elle va passer à droite. Et l'autre extrémité, qui est la plus dorsale, va passer à gauche. Avec le radical, droite, dorsale, gauche, ventrale. En topographie définitive, à nouveau sur une coupe horizontale, en faisant abstraction de la partie squelettique de la colonne, la moelle, etc., et bien sur ce schéma simplifié où le tronc est très ovoïde, on constate, premièrement, que dans le mésogastre dorsal, s'est développé le corps pancréatique avec son artère pancréatique festonnée à son bord supérieur. Ce mésogastre dorsal se poursuit par le trajet de l'artère splénique qui va atteindre la rate qui bute contre la paroi latérale et postérieure, ne peut pas aller plus loin, avec un gros vaisseau qui est contenu dans ce qu'on appelle l'épiplomb pancréatico-splénique, qui fait la jonction entre pancréas et rate.
Ensuite, lorsque la rate a été alimentée, mais il reste une partie du trajet vasculaire non équipé. C'est l'épiplomb gastrosplénique, où les deux feuillets du mésogastre contiennent le prolongement des vaisseaux destinés à l'estomac à partir de l'artère splénique, essentiellement les vaisseaux courts. Et il s'appelle l'épiplomb gastrosplénique. Le petit épiplomb n'est autre que la jonction d'épiplomb initial, mais la jonction située entre l'estomac et la glande hépatique. On pourrait l'appeler épiplomb gastro-hépatique. Le ligament falciforme, inséré sous la peau, ce ligament falciforme est l'un des moyens de suspension de la glande hépatique. La glande hépatique est très volumineuse, avec une couverture de péritoine viscérale, mais au niveau du hile, l'arrivée de vaisseaux, et plus au-delà du hile, là aussi l'arrivée de certains vaisseaux. La poche rétrogastrique proprement dite commence au niveau du hiatus de Winslow, qui passe sous le mésohépatocave. Ce mésohépatocave est un accolement entre péritoine pariétal et péritoine viscéral, et ce n'est pas un méso au sens propre du terme. En effet, il contient du tissu cicatriciel, et ce n'est pas un méso ou pas des vaisseaux, bien que la paroi de la veine cave soit incrustée dans le tissu hépatique. En ayant franchi le hiatus de Winslow, à partir de la droite de l'individu, on tombe dans le vestibule. Vestibule qui est limité par le foramen bursomentalis, qui est un anneau artériel entre l'artère coronaire stomachique et l'artère hépatique commune. On a ensuite le développement de la poche rétrogastrique proprement dite, à partir de la gauche du foramen bursomentalis jusqu'au hile de la rate. Cavité qui est assez vaste, la poche rétrogastrique, et qui est entièrement tapissée de péritoine viscérale. Elle est marquée par le relief du corps pancréatique en arrière et le relief de la face dorsale de l'estomac en avant. Dans les événements qui vont positionner de façon définitive l'estomac, on a vu un premier exemple, il y a un deuxième exemple, un deuxième phénomène. Deuxième phénomène qui tient en fait au développement des courbures. Initialement, l'estomac embryonnaire est un fuseau, une dilatation sur le trajet du tube digestif avec un axe vertical en pointillé vert. Au fur et à mesure que le fœtus se développe, il y a une modification des courbures. Les courbures sont étirées vers la gauche, essentiellement par la croissance de la poche rétrogastrique. Et comme le montre le schéma du bas, il y a une différence et un déplacement extrêmement important du pointillé vert, qui est en fait la ligne verticale initiale, déplacement qui va étirer la paroi gastrique, former ainsi la grande courbure sur la gauche et la petite courbure sur la droite. Mais le tissu péritonéal de la poche rétrogastrique continue à grandir et va au-delà de la poche rétrogastrique. Il en définit ainsi par la moindre croissance la petite courbure gastrique avec ses deux côtés et la grande courbure gastrique à l'opposé. La poche rétrogastrique va ensuite déborder la grande courbure, dépasser la grande courbure et aller buter avec son hile de la rate au-delà de la poche rétrogastrique. Ce schéma, vu de face, représente la face gastrique avec sur la gauche la rate et le bord libre du petit épiplomb, bord libre qu'on dit aussi du mésogastre ventral sous la glande hépatique. En effet, le bord libre du mésogastre ventral, qui va jusqu'à l'ombilic en véhiculant la veine ombilicale, eh bien, ce bord libre va se poursuivre par l'extrémité droite du petit épiplomb, avec en arrière de celui-ci le hiatus de Winslow. Le petit épiplomb est une structure péritonéale transparente où on voit les vaisseaux par transparence. C'est elle qui nous conduit vers la poche rétrogastrique qui va poursuivre sa croissance alors que maintenant elle est libre. Dans le positionnement de l'estomac, le troisième phénomène est une rotation sur l'axe du tronc cœliaque.
C'est en fait la deuxième rotation gastrique avec un axe antéro-postérieur qui est le tronc cœliaque. Et il en résulte que la partie du cardia va basculer en bas et à gauche, alors que la partie du pylore va remonter en haut et à droite. C'est ce que représentent les flèches, avec ainsi le développement des courbures sur deux artères, l'artère coronaire stomachique et l'artère hépatique. Ce schéma représente l'estomac en position définitive où l'on a en fait découpé le péritoine pariétal autour de l'aorte. Puis par transparence, on a le tronc cœliaque avec ses branches et le hiatus de Winslow qui est dans la concavité au niveau du bord libre du mésogastre ventral. La petite courbure est entièrement dénudée, disséquée du péritoine viscéral. On a également l'œsophage abdominal, mais cette petite courbure, on a découpé en surface, le péritoine viscéral. À l'opposé, le hiatus de Winslow va être succédé par le vestibule, entre le hiatus de Winslow et l'artère hépatique, puis après le vestibule, qui est une zone étroite, qui est juste en arrière du pédicule hépatique, on a le foramen bursio-mentalis, qui est constitué par deux artères, premièrement la boucle de l'artère coronaire stomachique, deuxièmement la boucle de l'artère hépatique. C'est un anneau ovale, très déformé, oblique, mais qui est constant. Au-delà du foramen bursio-mentalis, sur la gauche, se développe la poche rétrogastrique proprement dite, poche rétrogastrique qui est plus vaste puisqu'elle va jusqu'au niveau du hile de la rate. La petite courbure gastrique, ainsi représentée, est là qui est disséquée de son péritoine viscéral, ventral et dorsal. La petite courbure gastrique est connectée au petit épiplomb, puis au hile hépatique. La petite courbure connectée au petit épiplomb, puis au hile hépatique, est une zone très chirurgicale puisque passent les voies biliaires des vaisseaux et qu'on est souvent amené à les aborder. Venons maintenant sur, toujours le même estomac, la position définitive du côté de la grande courbure. La grande courbure a été développée par l'étirement de la poche rétrogastrique qui va vers la gauche et qui a buté contre la paroi. La poche rétrogastrique a ainsi délimité un épiplomb pancréatico-splénique, puis en avant un épiplomb gastro-splénique. La croissance importante du grand omentum va déborder la grande courbure gastrique. Et la grande courbure gastrique va être le lieu de prolongement du grand omentum qui va se poursuivre sur plusieurs dizaines de centimètres en direction caudale. Et la grande courbure gastrique correspond au grand omentum. Les deux schémas suivants représentent maintenant le mésogastre dorsal et le mésocolon transverse avec les accolements qu'ils vont produire, c'est-à-dire des moyens de fixité des viscères soutenus dans la partie haute de la cavité péritonéale. Le schéma sur le côté gauche a tout d'abord la paroi représentée par un trait noir, simplifié au maximum, ainsi que la coupole diaphragmatique, tout ce qui est musculaire est en noir sur le plan de la musculature striée volontaire. On a ensuite la coupole diaphragmatique, le péritoine pariétal postérieur qui double tous ces éléments de paroi, le mésocolon transverse avec le colon transverse, et le mésogastre dorsal en deux parties. Une partie verticale qui à sa base contient le pancréas, puis la poche rétrogastrique qui avec son péritoine va déborder la grande courbure, déborder le bord supérieur du colon transverse et prolonger sa croissance sur toute la surface des viscères abdominaux. Sur la droite, eh bien, les viscères ont fini de se développer sur le plan volumétrique et aussi sur le plan topographique, avec ce que l'on appelle les accolements entre péritoine pariétal et viscéral ou entre péritoine viscéral. Tout d'abord, dans la partie haute sous la coupole diaphragmatique, il y a un ligament gastrophénique, qui bien sûr dans la structure n'est pas un ligament,
c'est un accolement péritonéal qui maintient l'estomac en situation crâniale. Cet accolement, qui donne initialement le ligament gastro-phrénique, va se poursuivre sur toute la hauteur de la cavité péritonéale. Le développement de la poche rétrogastrique, sa croissance en direction ventrale et caudale, va permettre le développement du grand omentum, et ce grand omentum, qui est fait de 4 feuillets successifs de péritoine, va s'accoler. Sauf certains endroits où ce sera le ligament gastrocolique. La poche rétrogastrique est en fait virtuelle, elle paraît vaste sur ce schéma, et le mésocolon transverse reçoit sur sa partie horizontale la base de la poche rétrogastrique avec ses 2 feuillets, donc au total 3 feuillets de péritoine. L'ensemble, mésocolon transverse et son accolement, puis le grand omentum, délimite 2 étages, l'étage submésocolique avec sa pathologie, ses problèmes embryonnaires, ses techniques chirurgicales, et l'étage sous-mésocolique. Sous-mésocolique, avec là aussi un ensemble de pathologies spécifiques et un ensemble de spécialités chirurgicales qui ont leur part entière. Au total, le péritoine est une séreuse, à même titre que la plèvre ou le péricarde. Il a des caractères morphologiques avec une surface totale égale à la surface corporelle, soit 2 mètres carrés. C'est une frontière ininterrompue de quelques dixièmes de millimètre d'épaisseur, avec un réseau très dense en lymphatique. Et c'est, de par sa constitution, une membrane dialysante semi-perméable qui, par osmose, permet de faire une épuration extra-rénale pendant quelques jours. Le péritoine est en mobilité permanente, passive. Il va en effet subir la mobilité des muscles volontaires de la paroi, mais aussi des muscles lisses du tube digestif. L'innervation est riche. Sur le plan pariétal, elle est très sensible, passant par des nerfs somatiques comme le nerf phrénique, les nerfs intercostaux. En innervation viscérale, c'est peu sensible, mais malgré tout. Le système nerveux autonome joue un rôle important dans la transmission des douleurs. La séreuse à 2 feuillets est divisée en péritone pariétal, qui est une véritable membrane, exploitable sur le plan individuel et par quelqu'un d'adroit. La séreuse viscérale, par contre, est beaucoup plus mince. C'est un simple vernis à la surface de l'intestin, simple vernis qui est inutilisable en chirurgie. Il y a un espace virtuel entre les deux, très virtuel, et le péritoine, par ses séreuses, peut absorber des sérosités qui viennent de plaies des membres ou du liquide cérébrospinal qui arrive à 1 dl par jour. Ce n'est pas un problème. Le système de défense. Le péritoine défend et protège l'intestin par ses sécrétions liquidiennes qui sont bactéricides ou qui contiennent des macrophages. L'immobilisation et le repos fonctionnel s'appelle l'iléus fonctionnel. Quant au cloisonnement, c'est un phénomène extrêmement intéressant et important qui va limiter la progression des phénomènes infectieux. L'intestin a un pouvoir de cloisonnement, c'est-à-dire que le péritoine viscéral et le péritoine pariétal vont s'accoler entre eux pour éviter la diffusion d'un phénomène pathologique type bactérien infectieux. C'est là aussi qu'intervient le grand omentum, grand épiplomb, qui va dans les endroits les plus infectés pour éviter la diffusion. Ces 2 schémas représentent le développement du tronc cœliaque et de ses branches. C'est l'artère qui vascularise l'étage des mésogastres. Sur le schéma en haut et à gauche, on est avant toute modification topographique, avec l'aorte qui est en situation rétropéritonéale, verticale en avant de la colonne, le tronc cœliaque est dans le mésogastre dorsal, avec un trajet très court, après quoi il va donner 3 vaisseaux, l'artère coronaire stomachique en direction crâniale, l'artère splénique en direction horizontale et l'artère hépatique en direction caudale. 2 de ces vaisseaux, l'artère coronaire stomachique et l'artère hépatique, se réunissent sur la petite courbure pour former déjà un axe artériel. Le schéma en bas et à droite représente ces mêmes vaisseaux, mais lorsque la rotation de l'estomac s'est effectuée sur 2 de ses composantes.
L'aorte est toujours en situation rétropéritonéale. Dans le méso, s'est développé le tronc cœliaque avec la délimitation du foramen bursio-montalis entre l'artère coronaire stomachique en haut, l'artère hépatique en bas, chacun avec une concavité d'orientation différente, et pour chacun de ces vaisseaux des branches qui vascularisent l'estomac. Voyons maintenant l'anatomie topographique de l'estomac, c'est-à-dire le contact avec les autres viscères vis-à-vis des parois antérieures ou postérieures. Voyons tout d'abord les rapports ventraux de l'estomac. Le muscle diaphragme, qui est présent ici sur ce schéma avec ses deux coupoles, qui est la frontière entre le thorax et l'abdomen, est en fait une frontière très peu efficace. Tout passe. Le sang, le réseau lymphatique des nerfs, et passe également souvent à travers lui, quand c'est nécessaire, le bistouri du chirurgien. Sur ce schéma de face, eh bien, l'estomac, la partie haute, le fundus, entre en contact avec le péricarde fibreux, mais aussi la plèvre et le poumon gauche. La coupole diaphragmatique gauche se projette au niveau du cinquième espace intercostal. La coupole diaphragmatique droite n'est pas en rapport avec l'estomac. Par contre, la face ventrale est recouverte par le lobe gauche du foie, puis par les côtes du grille costal gauche, et enfin, au centre et en direction caudale, par les muscles de la paroi de l'abdomen, plus précisément les muscles droits. Sur le schéma des rapports ventraux de l'estomac, il est inutile de retenir les triangles et espaces avec des noms propres. Les rapports dorsaux sont ici représentés sur un schéma où on a en fait fait la résection de la paroi latérale et surtout une partie du muscle diaphragme. Ce schéma nous met à jour d'abord la coupole diaphragmatique gauche, qui est en contact direct avec la face dorsale gastrique. Cette face dorsale de l'estomac va être en contact successivement avec la rate, puis le rein gauche et la glande surrénale gauche, puis le pancréas avec plus précisément le corps pancréatique, et le bord supérieur du corps pancréatique est le lieu de passage de l'artère splénique. En termes de traumatisme, lorsqu'un blessé a reçu un impact sur l'hypocondre gauche, il peut y avoir associé une contusion, voire une fracture de la rate, avec un traumatisme du rein gauche. Dans la partie de l'antre gastrique, eh bien, on a maintenant le mésocolon transverse, ou ligament gastrocolique. Le mésocolon transverse avec son insertion sur la face dorsale de la cavité péritonéale. Ce mésocolon transverse est en partie libre, non accolé à la paroi postérieure. Il tient seulement par son insertion qui est oblique. Voyons maintenant les rapports péritonéaux de l'estomac, c'est-à-dire les plis et replis du péritoine qui permettent de maintenir l'estomac. C'est un schéma de face où est représenté le péritoine viscéral en totalité et certains viscères dont la glande hépatique qui est volontairement réclinée vers le haut. On a ainsi le lobe gauche de la glande hépatique, puis au niveau du lobe droit le lit de la vésicule, le relief de l'estomac avec sa partie verticale, sa partie horizontale, et au centre, le petit épiplon. Le petit épiplon comprend sur la droite la pars vasculosa, c'est le pédicule hépatique proprement dit. Veine porte, voie biliaire, artère hépatique, etc. Puis on a une pars flaccida qui est mince, translucide. Tout ça pour arriver à la pars condensa, qui est au niveau du cardia, c'est une zone d'épaississement et de solidité importante. C'est l'un des moyens de contention de l'œsophage près de son origine. Le petit épiplon est en fait un épiplon gastro-hépatique,
qui abrite le trajet des voies biliaires, de la veine porte et de l'artère hépatique. Le chapitre suivant va décrire l'organogenèse de l'intestin grêle, mais aussi, dans le même temps, l'organogenèse des côlons. C'est le péritoine qui va devoir suivre les mouvements de croissance, les mouvements de rotation, les mouvements de développement en longueur des différentes pièces de l'intestin. Ce schéma en coupe sagittale revient à notre référence de l'embryon qui fait 8 mm qui a 35 jours. L'aorte dorsale, le tronc cœliaque qui va pour vasculariser les éléments du mésogastre, des mésogastres, et l'anse ombilicale qui est développée avec une portion crâniale jusqu'au niveau de la naissance du canal vitellin qui est de petit diamètre, et la deuxième portion, au-delà du sommet de l'anse ombilicale, devient plus volumineuse. Ce renflement initial, c'est le cécum primitif, pour donner les côlons. L'intestin moyen commence de l'angle duodéno-jéjunal jusqu'au niveau du deuxième angle, au niveau de l'arrivée de l'artère mésentérique inférieure. Le méso, qui est uniquement dorsal à ce niveau-là, contient l'artère mésentérique supérieure, avec ses différentes branches, nombreuses en direction crâniale, 3 seulement en direction caudale. Cet anse ombilical est dans un mésentère commun parce que ce mésentère est commun entre l'intestin grêle et une partie du gros intestin. Reste le métenthéron, l'intestin terminal, avec un mésoterminal, et comme vascularisation, l'artère mésentérique inférieure. Le diamètre de ces vaisseaux va être presque équivalent entre tronc cœliaque et artère mésentérique supérieure, mais beaucoup plus petit pour l'artère mésentérique inférieure. La portion initiale, de l'angle duodéno-jéjunal jusqu'au changement de diamètre, va donner le futur jéjunum et le futur iléon. C'est véritablement l'intestin grêle. Mais cette portion de l'anse ombilicale de petit diamètre est connectée avec les structures extra-embryonnaires par le canal vitellin. Ce canal vitellin va s'atrophier et peut persister sous forme du canal de Meckel. On a ensuite le gros intestin, ou côlon, qui va se développer en 3 parties. Tout d'abord, le côlon droit, qui est composé du cécum, du côlon ascendant et d'un tiers du côlon transverse, le côlon transverse proprement dit, et enfin le côlon gauche qui va jusqu'au niveau de l'extrémité du sigmoïde, la jonction avec le rectum. Cette dernière partie a une vascularisation qui est plus faible par l'artère mésentérique inférieure, et c'est le métenthéron, l'intestin terminal. Sur cette partie très spécifique de l'anse ombilicale, qui est à l'origine en position sagittale, eh bien l'anse ombilicale va être bouleversée par une rotation de 270 degrés sur l'axe de l'artère mésentérique supérieure, qui s'étale longtemps dans le temps puisqu'elle s'étend du 35e jour au 3e mois. Mais ceci permettra d'aboutir à la topographie définitive de l'intestin. L'anse ombilicale est ici représentée en vue de 3/4, gauche. La partie contre la paroi postérieure est recouverte par le péritoine viscéral. La partie qui est détachée est dépourvue de péritoine viscéral. Nous sommes ici à l'initiale, à l'origine, avec une position strictement sagittale. La rotation, après la position de départ, commence par une rotation de 90 degrés. On va le décomposer de façon analytique. 90 degrés, c'est-à-dire que la position sagittale passe en position transversale, avec le renflement de l'origine du cécum qui passe vers la gauche. Première rotation de 90 degrés. Deuxième rotation, 90 degrés de plus. On est à nouveau en position sagittale, avec cette fois-ci le renflement du cécum qui est en situation crâniale. Nous sommes à une rotation de 180 degrés, il en manque encore 90. La position finale, après une rotation de 270 degrés, cette position finale amène le renflement du cécum en situation droite
et dans la fosse iliaque. L'anse ombilical va se développer considérablement en longueur pour atteindre plusieurs mètres. Le jéjuno-iléon va se terminer dans le cécum comme précédemment, mais surtout il va résulter la formation de deux cadres. Un cadre de petit périmètre qui est le cadre duodénal avec l'accolement de Treitz. Ce cadre duodénal est très fixe grâce à l'accolement de Treitz, et un deuxième cadre de grand périmètre, le cadre des côlons, qui va être fixé par l'accolement de Tolt. Un Tolt droit, un Tolt gauche, c'est l'accolement du péritoine viscéral du côlon, du feuillet du méso, contre le péritoine pariétal postérieur. Le jejunum et l'iléon sont une succession dense intestinale avec une partie qui est libre, du moins initialement, c'est le bord libre de l'anse ombilical par opposition au bord mésentérique. On le décompose en jéjunum, c'est l'intestin grêle initial, c'est le plus fonctionnel sur le plan de l'absorption alimentaire, et en iléon, qui est un intestin plus de transit, avec moins d'efficacité à la digestion. Le canal vitellin peut persister sous forme d'un diverticule ou canal de Meckel, qui pourra provoquer des hémorragies chez l'enfant. L'ensemble jéjunum et iléon mesure en moyenne 6 mètres chez l'adulte, 6 mètres de boucles denses, qui sont toutes réunies à un même méso dans la paroi postérieure, la racine du mésentère qui mesure en moyenne 16 cm. C'est-à-dire l'ensemble de plis que cela représente pour pouvoir admettre 6 mètres de tube digestif. Le chapitre suivant, c'est la description des côlons, mais non plus analytique comme précédemment, mais sur les accolements, la topographie et les vaisseaux. Voici les structures péritonéales qui accompagnent les côlons avec les différents accolements péritonéaux. On a tout d'abord, dans la partie centrale médiane, un cadre proximal de petit périmètre, c'est le duodénopancréas. Duodénopancréas, avec les premiers, deuxième, troisième, quatrième duodénum qui sont présentés. Ensuite, on a un cadre de grand périmètre, le cadre des côlons, avec ici volontairement la désinsertion du côlon transverse et la section du côlon transverse qui a été enlevée. Donc le tube digestif est sectionné au niveau du premier duodénum, d'une part, et aussi au niveau du quatrième duodénum. Il persiste des zones d'accolement qui vont fixer les viscères sur toute la surface de l'accolement de Treitz et sur les 4 côtés du duodénum. L'accolement est efficace et l'accolement est sur toute la surface. Par contre, pour les côlons, l'accolement de Tolt droit débute après l'arrivée de l'iléon jusqu'à l'angle droit, mais cécum et appendice sont libres. Du côté gauche, s'est développé l'accolement de Tolt gauche, accolement entre le mésocolon gauche et le péritoine pariétal postérieur, qui concerne également fortement l'angle gauche des côlons. Cette coupe est située en L3, c'est une coupe transversale ou horizontale qui passe par le corps vertébral de L3. De part et d'autre de la colonne, on a l'insertion des muscles psoas. Plus en avant, le rein droit et le rein gauche, qui sont dans le rétropéritoine, en arrière du péritoine pariétal postérieur qui est coloré en vert foncé. Immédiatement en avant du rein droit, on a le côlon droit ou côlon ascendant, et en avant du rein gauche, le côlon gauche ou côlon descendant. Chacun de ces éléments du tube digestif a son mésocolon droit, mésocolon gauche, qui sont fixés, accolés, ceci est représenté par le hachuré et le piqueté en jaune, accolés au péritoine pariétal postérieur. C'est l'accolement de Tolt droit d'un côté, Tolt gauche de l'autre côté. Sur la ligne médiane, on a le cadre duodénopancréatique. Et dans la circonférence de ce cadre, on retrouve la veine mésentérique supérieure, mais aussi l'artère mésentérique supérieure et les branches qu'elle va distribuer pour le pancréas
et le duodénum. Le duodénopancréas est fixé à la paroi postérieure par l'accollement de Treitz. Et on voit du côté droit que l'accollement de Treitz, entre péritoine viscéral et péritoine pariétal postérieur, est en situation dorsale par rapport à l'accollement de Tolt. Alors que, du côté gauche, l'accollement de Treitz est plus ventral que l'accollement de Tolt. Ceci est le résultat de la rotation de l'anse ombilicale autour de l'artère mésentérique supérieure. Ce schéma représente une coupe qui est dans le plan sagittal, mais qui n'est pas médiane. Elle a été décalée fortement vers la droite, c'est une coupe sagittale paramédiane droite. Elle prend dans son plan de coupe la hauteur du côlon ascendant ou côlon droit. Il y a tout d'abord des rapports dorsaux. Rapport dorsaux étalés de haut en bas avec l'accollement de Tolt droit entre péritoine viscéral du côlon droit et péritoine pariétal postérieur. On a ensuite l'étage thoracique pour les rapports dorsaux, étage thoracique avec la 11e et la 12e côte et le 11e nerf intercostal plus artère et veine. On a ensuite un étage lombaire. Étage lombaire qui va de la 12e côte à la crête iliaque. Et sur cet étage lombaire, on a un rideau nerveux, le 12e nerf intercostal, le nerf ilio-inguinal, le nerf ilio-hypogastrique, et plus en arrière de ces nerfs, le muscle carré des lombes. Le troisième étage est un étage iliaque. Étage iliaque qui, dans la fosse iliaque, voit l'insertion du muscle psoas et du muscle iliaque, accompagné sous le fascia iliaca de nerfs, le nerf fémoral, mais aussi le nerf cutané latéral de la cuisse ou nerf fémoro-cutané. À la jonction, disons la ligne de réflexion, entre péritoine pariétal postérieur qui est en avant du rein et le péritoine viscéral qui va recouvrir le foie, il y a une fossette, une petite zone vide, entre l'angle du côlon et cette ligne de réflexion péritonéale. C'est ce qu'on appelle la fossette de Morrison, largement utilisée par les radiologues pour déterminer si il y a une collection éventuellement purulente dans cette région entre le foie et le rein. Les autres rapports sont tout d'abord en situation crâniale, c'est la glande hépatique qui revient avec son bord antérieur sur la face ventrale du côlon ainsi que la vésicule. N'oublions pas que, en cas d'inflammation chronique et infection de la vésicule, il peut s'établir une communication, une fistule, entre la paroi de la vésicule et la paroi digestive. Ventralement, il y a l'aisance grêle, mais tout autant la paroi antérolatérale, avec de la profondeur vers la superficie, le péritoine pariétal ventral cette fois-ci, le muscle transverse dans le prolongement du muscle diaphragme, le muscle oblique interne et enfin le muscle oblique externe. Le schéma suivant représente le côlon pelvien ou côlon sigmoïde ainsi que son mésocôlon. C'est lui qui fait une boucle au-dessus du petit bassin, de la margelle du petit bassin, et qui cloisonne de façon relativement efficace la grande cavité péritonéale au-dessus, la cavité pelvienne au-dessous. Sur ce schéma, la boucle ou l'anse du côlon sigmoïde a été réclinée vers le haut pour mettre à jour le mésocôlon pelvien. Ce mésocôlon pelvien a deux racines. Une racine primitive qui est en fait le prolongement de l'insertion verticale mésentérique, celle qui existe sur le schéma embryonnaire, à hauteur du métanthéron. Cette insertion verticale est donc dans le prolongement du mésoprimitif, du tube digestif. Mais il y a aussi une racine dite secondaire qui est oblique et qui est la terminaison, la fin de l'accollement de Tolt gauche qui s'arrête au niveau du détroit supérieur. Et dans cet éventail, entre les deux branches, les deux racines, une verticale, une oblique, et le méso destiné au côlon sigmoïde, eh bien, on a trois éléments importants, l'artère iliaque gauche, la veine iliaque gauche, ainsi que les bifurcations juste à la limite,
et ces éléments sont croisés et recouverts par l'uretère gauche, l'uretère qui passe en amont de la veine iliaque interne et de l'artère iliaque interne ou hypogastrique. Voyons maintenant la vascularisation du côlon gauche par les vaisseaux mésentériques inférieurs. C'est un système vasculaire tant artériel que veineux qui est avec un débit beaucoup plus faible que l'artère mésentérique supérieure, et artères et veines ne sont pas superposables dans leur trajet. On se souvient que le côlon gauche comprend le côlon transverse, c'est 2/3 à partir de la droite vers la gauche. Le tiers initial appartient au côlon droit. Sur ce schéma, le côlon transverse est basculé vers le haut, la boucle du côlon sigmoïde est en place. Premièrement, l'artère mésentérique supérieure, pour mémoire, est placée comme un axe qui traverse le cadre duodéno-pancréatique, en arrière du troisième duodénum. C'est l'origine de l'artère mésentérique inférieure qui est beaucoup plus petite en diamètre que l'artère mésentérique supérieure. Elle ne fait que 3-4 mm au maximum. Cette artère est sujette à l'athérome comme toutes les autres et peut s'obstruer, étant alors responsable d'un défaut de vascularisation des côlons, du côlon transverse et côlon gauche, malgré l'arc de Rioland, et on peut avoir ainsi un infarctus mésentérique qui est toujours une situation très grave. L'artère mésentérique inférieure a un trajet plutôt rectiligne. Elle va donner des collatérales sur son trajet. Premièrement, l'artère colique supérieure gauche, qui vascularise l'angle gauche du côlon, et qui s'anastomose avec l'artère du côlon transverse, l'arcade bordante, qui provient du système mésentérique supérieur, c'est l'arc de Rioland. Puis, l'artère mésentérique inférieure, dans le mésocôlon gauche, va se diviser en trois branches collatérales, qui sont à l'origine l'artère colique inférieure gauche, qui va donner ce qu'on appelle le tronc des artères sigmoïdiennes, avec 3 artères sigmoïdiennes supérieures, moyennes et inférieures. La dernière artère, qui est verticale, va donner l'artère rectale supérieure. Le réseau mésentérique, veineux, est parallèle aux artères tout à fait à l'origine, c'est-à-dire au niveau de l'arcade bordante, et ensuite sur quelques centimètres, là où se forment les artères sigmoïdiennes, l'artère colique supérieure gauche, etc. Mais le tronc de l'artère mésentérique inférieure reste plus latéral. Il n'est pas parallèle à la veine, il est indépendant et va rejoindre la veine splénique pour former le tronc veineux spléno-mésentérique. Le drainage lymphatique est aussi représenté sur ce schéma en couleur verte pour les lymphonodes. Il y a un premier relais ganglionnaire dans la paroi digestive, ce sont les ganglions épicoliques juste en sous-péritonéal. Puis, au niveau de l'arcade bordante, les ganglions paracoliques. Ensuite, un groupe intermédiaire dans le méso. Et enfin, on arrive au groupe central, le plus important, qui réunit ce flux lymphatique provenant de tout le côlon et qui va rejoindre les éléments rétropancréatiques, lymphatiques, qui drainent déjà l'estomac, le duodénum, l'intestin grêle et le côlon droit. Le cancer du côlon gauche est fréquent. C'est un cancer sténosant qui provoque des occlusions. Et si on veut être curatif sur un cancer du côlon, si l'envahissement ganglionnaire qui le permet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un envahissement ganglionnaire trop important, eh bien on pratique une hémicolectomie gauche depuis l'origine du rectum jusqu'au côlon transverse, en emportant bien sûr le tube digestif, mais aussi son méso, qui demande un décollement de l'accollement de Tolt gauche, emportant ainsi artères, veines et lymphatiques. Voyons maintenant un complément de connaissances sur la glande hépatique. Cette glande hépatique est vitale. On ne peut pas se passer de sa fonction métabolique au-delà de quelques heures, ne serait-ce que pour la régulation de la glycémie. Et la glande hépatique est sujette à de multiples affections, qu'elles soient infectieuses, les hépatites, qu'elles soient par rétention de la bile, lorsque les voies biliaires sont bloquées, les accidents, les tumeurs, etc. Sur ce schéma, nous allons représenter les rapports du foie de la glande hépatique. Souvenons-nous que le muscle diaphragme est très mince et qu'il ne constitue pas une barrière étanche entre le compartiment thoracique et le compartiment péritonéal. On a sur ce schéma, qui est une transparence en quelque sorte, des éléments antérieurs par rapport à la glande hépatique,
Eh bien, la jonction thorax-abdomen. Premier élément qui va être supradiaphragmatique, c'est le péricarde qui repose sur le centre tendineux du muscle diaphragme. En cas d'infection inflammatoire ou autre de cette partie de la glande hépatique qui est en regard du péricarde, on a facilement un épanchement péricardique. Sont en rapport également avec le lobe droit, la plèvre et le poumon droit. La plèvre descend toujours plus bas que le poumon. Puis on a la coupole diaphragmatique droite. Sur le versant costal, la limite inférieure c'est la 10e côte, alors que du côté gauche, pour le lobe gauche, c'est le 8e cartilage costal. La glande hépatique est en contact avec la rate, qui repose sur l'angle gauche du côlon. En dessous, l'estomac, et on a vu que la grosse tubérosité, le fundus, laisse une empreinte sur la glande hépatique. Puis, en situation caudale, c'est le côlon transverse, mais le côlon transverse en vieillissant s'allonge et donne ce que l'on appelle un dolichocolon, et il est de plus en plus à distance. Voyons maintenant le pancréas et plus particulièrement l'organogénèse de cette glande et ses vaisseaux. Cette succession de petits schémas montre en fait l'organogénèse du pancréas. Sur la gauche, le schéma reprend le contenu du méso et des mésos ventral et dorsal à hauteur de l'estomac, les mésogastres. On a l'ébauche des courbures de l'estomac, la glande hépatique qui est déjà fortement développée, et provenant du tronc cœliaque, qui figurait dans sa plus simple expression, on a les 3 vaisseaux initiaux pour l'étage du proentéron. La glande hépatique est déjà développée, les voies biliaires sont connectées au tube digestif avec la voie biliaire principale et une voie accessoire, la vésicule. Il y a 2 bourgeons pancréatiques. Un bourgeon dorsal dans le mésogastre dorsal, un bourgeon ventral dans le mésogastre ventral. Ces 2 éléments sont indépendants et les voies biliaires accompagnent le bourgeon ventral. Il va y avoir 2 phénomènes de rotation. Premièrement, la rotation du contenu dans la cavité péritonéale, avec pour le proentéron, la glande hépatique qui va venir se développer, non plus en situation sagittale, mais latéralement et en arrière et en haut vers la droite. Ce développement de la glande hépatique entraîne, on l'a vu précédemment, une rotation de 90 degrés, faisant en sorte que le bourgeon dorsal qui était sagittal, ainsi que le bourgeon ventral, sont maintenant tous les deux dans le plan transversal. À noter que les voies biliaires ont suivi la rotation. Et il reste 180 degrés effectués par le bourgeon pancréatique ventral pour venir se loger en arrière et au-dessous du précédent, être satellite de celui-ci et fortement interdépendant. Première rotation, 80 degrés, c'est pour l'estomac, et deuxième rotation, c'est le bourgeon ventral qui vient en avant. Cette migration et rotation peut être à l'origine et peut-être la source d'erreurs. On peut avoir la persistance de l'indépendance des 2 bourgeons ventral et dorsal, c'est le pancréas divisum. Comme le tissu pancréatique, pour chaque bourgeon, va faire en sorte que le bourgeon ventral vienne en situation dorsale, eh bien on peut imaginer qu'il y a des îlots cellulaires qui sont perdus, abandonnés dans cette rotation, et que le tissu pancréatique va entourer la totalité de la circonférence du deuxième duodénum, ce qu'on appelle un pancréas annulaire, qui forme un anneau et parfois une striction du tube digestif à ce niveau-là. Enfin, comme toute migration cellulaire, il peut y avoir des erreurs migratoires avec des îlots de glandes pancréatiques, en particulier des îlots de Langerhans pour sécréter l'insuline, et c'est ce qu'on appelle les pancréas accessoires. Le schéma suivant figure l'organogénèse, l'embryologie des canaux pancréatiques. C'est une glande à la fois exocrine et endocrine. Sur le plan exocrine, la production d'enzymes par la glande pancréatique va rejoindre le canal principal, ou canal de Wirsung. Ce canal principal occupe les 2 tiers gauche du bourgeon ex-bourgeon dorsal et 1 tiers du bourgeon ventral.
la poursuite en pointillé figure ce qu'était le canal d'Obersung, canal principal, avant cette rotation du bourgeon ventral. Le schéma en bas et à droite figure en fait les connexions qui persistent entre les différents canaux, ce qui bien sûr est une protection importante pour le viscère. Le canal d'Obersung, c'est le canal principal, c'est celui qui part de l'extrémité de la queue du pancréas jusqu'au niveau du deuxième duodénum. Le canal accessoire qu'on a représenté en pointillé, qui n'est pas indispensable, mais parfois salutaire, c'est le canal de Santorini. On l'a déjà dit plusieurs fois, pour la vascularisation artérielle, mais veineuse aussi, duodénum et pancréas ne peuvent être dissociés. Ces deux tissus sont adhérents l'un à l'autre, et en particulier, il y a des échanges vasculaires extrêmement importants. Donc lorsqu'on fait l'ablation d'une partie de ces éléments, c'est toujours une duodéno-pancréatectomie. Partielle, bien sûr, mais c'est une duodéno-pancréatectomie. On retrouve comme axe vertical l'aorte et l'origine du tronc cœliaque. Ceci est dans la partie la plus profonde. L'artère coronaire stomachique va faire sa courbe au-dessus du corps pancréatique. L'artère hépatique a un trajet différent, c'est elle qui va former un demi-cercle sur le foramen bursio-mentalis. Et la première branche destinée à la fois au duodénum et au pancréas, c'est l'artère gastro-duodénale. L'artère gastro-duodénale naît de l'artère hépatique commune, et après quoi elle devient artère hépatique propre. L'artère gastro-duodénale a un trajet oblique, en bas et en avant. C'est une artère de gros diamètre, et on va voir que comme toutes les autres, elle participe aux anastomoses entre un système crânial et un autre qui est plus caudal. Il y a donc deux gros pédicules qui participent, près de leur origine, à la vascularisation duodénum-pancréas. Le tronc cœliaque d'une part, et bien sûr l'artère mésentérique supérieure d'autre part. L'artère mésentérique supérieure a une origine rétropancréatique, on l'a vu, puis un passage interduodéno-pancréatique, et cette artère va alimenter principalement l'intestin grêle et une partie du côlon. Mais elle donne quand même quelques branches de petit diamètre pour l'ensemble duodéno-pancréatique. Et sur le diagramme qui va suivre, on va démontrer comment se font ces anastomoses. Le tronc cœliaque est crânial, l'artère mésentérique supérieure est caudale. Le tronc cœliaque va produire une quantité de sang, ou administrer une quantité de sang, qui vient d'un réseau supérieur. C'est donc l'adjectif qu'on retrouvera dans ces deux artères, une artère pancréatico-duodénale antérieure et supérieure, ou de l'autre côté, une artère pancréatico-duodénale postérieure et supérieure, et à l'inverse, les branches beaucoup plus grêles venant de l'artère mésentérique supérieure. On a ainsi une artère pancréatico-duodénale antérieure et inférieure qui va s'anastomoser avec l'antérieure et supérieure, et une artère pancréatico-duodénale postérieure et inférieure qui va s'anastomoser avec la postérieure et supérieure. On a donc ici des anastomoses entre système ventral et système dorsal, un double circuit très protecteur. Ce schéma représente la vascularisation artérielle de l'ensemble duodéno-pancréatique. C'est une vue de face, avec le cadre duodénal, la totalité de la glande pancréatique, la tête, le corps et la queue du pancréas. L'aorte est verticale sur la ligne médiane, et émergeant de l'aorte, il y a tout d'abord le tronc cœliaque, rappelons-nous que c'est en T12, et au-dessous, l'artère mésentérique supérieure, qui se projette en L1. Du tronc cœliaque se divise l'artère hépatique sur la droite, avec sa concavité vers le haut. C'est elle qui va donner, à partir de l'artère hépatique commune, l'artère gastro-duodénale qui passe en rétro-duodénale, et l'artère hépatique propre qui monte dans le pédicule jusqu'au hile du foie. Cette artère gastro-duodénale va se diviser en deux contingents, deux branches, l'artère pancréatico-duodénale postérieure et supérieure, et l'artère pancréatico-duodénale antérieure et supérieure. Ces deux vaisseaux vont parcourir chacune des faces respectivement postérieures et antérieures, se diviser, donner des vaisseaux pour la paroi
du duodénum et pour la glande pancréatique, et ils vont s'anastomoser de façon plus complexe que sur le schéma avec les branches de l'artère mésentérique supérieure. Branches qui peuvent être d'un tronc commun ou séparées à partir de l'artère mésentérique supérieure pour donner deux artères là encore pancréatico-duodénales, une postérieure et inférieure, et une pancréatico-duodénale antérieure et inférieure. Tout ce qui est sur la face ventrale s'anastomose entre artères pancréatico-duodénales antérieures, et à l'opposé, tout ce qui est dorsal s'anastomose entre artères pancréatico-duodénales postérieures. Il y a aussi une anastomose entre artères pancréatico-duodénales, avec le contingent supérieur qui vient du tronc cœliaque et le flux inférieur qui lui vient de l'artère mésentérique supérieure. Il y a en plus un réseau transpancréatique. C'est l'arcade intrapancréatique, ce qui forme en totalité les arcades artérielles de la tête, sous-entendu la tête pancréatique, et le cadre duodénal. Deuxième branche du tronc cœliaque, c'est l'artère splénique. L'artère splénique qui va avoir un trajet caractéristique, trajet contourné, festonné sur le bord supérieur du corps pancréatique. En complément, on a une artère pancréatique inférieure qui suit la base du pancréas, elle est beaucoup plus grêle. Elle donne, comme la précédente, des artères perpendiculaires qui vont se distribuer dans le parenchyme pancréatique. Et c'est surtout l'artère splénique qui ensuite passe en avant du prolongement variable qu'est la queue du pancréas, et pour donner en arborisation l'artère gastro-épiploïque gauche. Elle donne bien sûr les artères spléniques spécifiquement destinées à la rate. Il y a une anastomose supplémentaire entre les arcades de la tête et l'artère pancréatique inférieure, c'est l'arcade de Kirk. Les autres vaisseaux, veines et lymphatiques, sont calqués sur ce réseau artériel et le retour veineux se fait vers le système porte. La rate, qui n'est pas une glande mais une structure qui appartient au réseau lymphatique et qui est en dérivation sur la circulation sanguine, a des propriétés particulières, tant dans le développement tumoral, on l'a déjà vu, que par sa fragilité de paroi, fragilité de capsule. Et comme c'est une éponge vasculaire, un traumatisme de la rate, c'est toujours une hémorragie intrapéritonéale abondante. Ce schéma représente une coupe transversale. Il n'y a que la moitié gauche qui est dessinée et qui permet de comprendre quels sont les contacts de la rate avec les autres viscères ainsi que le péritoine pariétal et viscéral. Sur la face diaphragmatique, la rate est recouverte par le péritoine viscéral, sur toute sa convexité, qui est en contact avec le péritoine pariétal en vert foncé sur le schéma. Au-delà du péritoine pariétal, il y a le muscle diaphragme, c'est la coupole gauche, qui a donné sa forme à la face latérale de la rate. Vient ensuite, en allant vers l'extérieur, le muscle diaphragme lui-même, puis les plèvres et le poumon gauche. C'est la base du poumon gauche qui est ici en contact partiel avec la rate. Le péritoine viscéral recouvre l'estomac, puis, si on suit ce feuillet viscéral, il va participer à la formation au niveau de la grande courbure avec l'arrivée de l'artère gastro-épiploïque. Il va participer à la formation d'un épiplomb gastrosplénique. C'est là que la poche rétrogastrique, avec son feuillet de péritoine viscéral, vient s'insinuer au niveau du hile splénique. La queue du pancréas est recouverte par le péritoine viscéral et vient constituer l'épiplomb pancréatico-splénique. C'est un court trajet qui fait la jonction entre la queue du pancréas et le hile de la rate, où l'artère splénique vient s'arboriser et vasculariser bien sûr le parenchyme splénique. Sur ce schéma, dans la partie péritonéale postérieure, on retrouve le corps pancréatique et un accolement entre péritoine viscéral et pariétal, l'accolement de Treitz sur la gauche.
Enfin, tout à fait en arrière du péritoine, c'est le volume du rein gauche. On remarque que la rate a une forme, un profil, qui dépend des viscères environnants. Une face convexe pour le diaphragme, une face concave en regard de la grande courbure gastrique, et une autre face concave en regard du rein. C'est un tissu malléable qui s'adapte à l'environnement. Contrairement à ce que montre le schéma, généralement la rate est véritablement au contact du rein gauche. Et lorsque un blessé a une contusion de l'abdomen et éventuellement une fracture de la rate, vous verrez le chirurgien qui va toujours vérifier l'état du rein gauche par proximité pour éliminer un traumatisme sur ce viscère qui serait bien sûr avec de graves conséquences. Le système porte est un réseau veineux. Réseau veineux qui amène le sang du tube digestif et de ses glandes annexes au niveau de la glande hépatique. Et la glande hépatique a une activité métabolique importante pour modifier les molécules qui ont été absorbées dans la digestion. Ce système porte est indispensable et en particulier lorsque la glande hépatique est malade, scléreuse, c'est-à-dire dure avec un tissu qui s'est transformé suite à une cirrhose, eh bien le flux portal va être gêné et se développe alors une hypertension portale qui est due à un mauvais flux veineux dans la glande hépatique et qui va demander éventuellement un traitement chirurgical pour permettre de diminuer l'hypertension portale. Ce diagramme représente globalement le flux veineux du système porte qui vient constituer la veine porte et qui ensuite se distribue dans le parenchyme hépatique. C'est une vue de face avec en haut la glande hépatique, en bas le rectum et de façon imagée la rate, un bout de pancréas et l'extrémité crâniale de l'estomac. Pour les plus éloignés, ce sont les veines rectales supérieures. Veines rectales supérieures qui viennent former l'origine de la veine mésentérique inférieure. Les veines sigmoïdiennes, au nombre de 3 généralement, rejoignent ce tronc principal qui sur son trajet reçoit la veine colique supérieure gauche et qui constitue la veine mésentérique inférieure qui, rappelons-le, est à distance de l'artère du même nom. La veine splénique draine le sang veineux de la rate et elle est rejointe par la veine gastro-épiploïque gauche. La veine mésentérique supérieure, maintenant, est d'un diamètre beaucoup plus important. Elle est plus rectiligne, plus courte. Elle permet la réunion de veines iléales, puis de veines jéjunales, qui, sur son trajet, reçoit des collatérales, la veine colique inférieure droite par exemple. Ce tronc veineux, iléal puis jéjunal, augmente rapidement de diamètre pour rejoindre le tronc veineux splénomésentérique. Il y a aussi sur le trajet la veine coronaire stomachique, la veine splénique qui devient le tronc veineux splénomésentérique, et la réunion tronc veineux splénomésentérique, veine mésentérique supérieure, forme la veine porte. La veine porte, sur son trajet, dans le hile hépatique, trajet qui est court, qui fait un peu plus d'une dizaine de centimètres, reçoit des veines cholédotiennes, des veines pancréatico-duodénales, la veine pylorique, le tronc gastrocolique également, ou tronc gastrocolique de Henle. La veine porte, après son trajet, se divise en 2 branches, une branche droite pour la moitié droite de la glande hépatique et une moitié gauche. Ce diagramme met en place les zones d'anastomose portocave. À l'état normal, lorsque la glande hépatique est parfaitement perméable, le flux portal permet le métabolisme des protéines, des sucres dans la glande hépatique, et le sang veineux qui est arrivé par la veine porte poursuit son trajet dans les veines suprahépatiques pour ensuite continuer le flux dans la veine cave inférieure. Ce diagramme représente 3 zones. 3 zones. D'abord la veine porte, avec son tronc principal et ses 2 branches de division, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Normalement, ces 2 réseaux sont indépendants l'un de l'autre.
Mais, lorsqu'on est en situation d'hypertension portale, le sang ne pouvant passer par la glande hépatique va être refoulé dans d'autres voies, dans des voies qui font en fait une anastomose entre système porte et système cave. C'est le cas par exemple des veines ésophagiennes. Veines ésophagiennes qui sont ici figurées sur ce schéma. C'est les veines qui peuvent devenir volumineuses, du diamètre d'un doigt, et qui posent un problème d'hémorragie et d'hémostase lorsqu'elles se rompent. Elles sont généralement sous-muqueuses. La veine azygos, qui reçoit les veines ésophagiennes, poursuit son trajet. Le flux sanguin poursuit son trajet dans la veine azygos pour rejoindre la veine cave supérieure. Le second territoire, où il y a des anastomoses portocaves qui vont se développer, c'est la région de l'ombilic, la région périombilicale, avec une dilatation veineuse que l'on appelle une tête de méduse. Ce sont les veines périombilicales, très facilement visibles en transcutané. Enfin, par l'intermédiaire des veines épigastriques, on a un drainage pariétal qui amène le sang au niveau des veines ombilicales. Pour le système cave supérieur, à partir de l'ombilic, on a également des veines type veine thoracique médiale ou mammaire interne qui font un pont depuis l'ombilic jusqu'au membre supérieur. Le troisième point où s'établissent les anastomoses portocaves, c'est au niveau terminal du tube digestif, au niveau des veines rectales inférieures. Ce sont des veines hémorroïdales qui, là aussi, vont se développer en cas d'hypertension portale pour permettre au sang de franchir des vaisseaux de petit diamètre, puis de dilater ces vaisseaux pour que le flux soit plus important. Ces veines rectales inférieures se poursuivent par la veine iliaque interne, puis la veine iliaque commune, puis la veine cave inférieure. Ces trois zones d'anastomose portocave sont quiescentes, n'ont que très peu de débit à l'état normal. Ce n'est qu'en situation d'hypertension portale que les flux vont se développer à ces différents endroits, générant parfois des complications. En effet, lors d'un vomissement, on peut assister à une rupture des varices ésophagiennes avec un saignement extrêmement abondant. De même, au niveau du réseau rectal, et le patient étant généralement avec des fonctions hépatiques de mauvaise qualité, la coagulation est également moins bonne.